Donc ce soir, nous nous retrouvons pour notre troisième séance de ce séminaire IHEST, Master in Arts and Vision et Art, Sciences, Société. C'est un moment intéressant parce que nous sommes passés des schémas holistiques à une réflexion la semaine dernière sur la science-fiction, et nous passons maintenant donc au monde multiple, et donc avec un intitulé que Isabelle Notaris, que voici, donc a proposé dans le cadre de ce séminaire, à l'écoute des mondes multiples. Donc avec la graphiste de Sorbonne Art Gallery, et puis en envoyant à nos collègues certaines clés, on a commencé à explorer à peu près une cinquantaine de visuels qui sortaient avec ce titre. Et évidemment, on a fait émerger celui que vous avez vu en affiche, qui finalement nous apparaissait assez intéressant en termes d'inscription, presque d'incorporation de plusieurs mondes dans le corps et en dehors du corps de cette personne qui n'existe pas puisqu'elle a été construite par l'IA. Donc voilà, on était assez intéressé de voir comment finalement les mondes multiples pourraient être finalement analysés par quelqu'un qui nous vient de la science et qui est en même temps muséologue et qui dirige l'OCEIM. Donc Isabelle Notaris dirige l'OCEIM, l'Office de coopération et d'information muséale, qui est un organisme je vais le présenter, dont tu pourras certainement faire l'éloge et certainement également le détailler, mais qui milite pour un dialogue, d'après ce que j'ai compris, entre société et science. Et cette relation donc, permet peut-être également de faire émerger des sujets intéressants comme ceux de la géopolitique, par exemple, je vois, puisque tu as exercé auparavant dans différents cadres, et la muséologie est très importante dans ce cadre en particulier. Donc nous, on est très focalisé sur la façon dont on peut présenter des œuvres dans l'espace en tant qu'artiste, et en tant que chercheur, évidemment, on a envie de valoriser des connaissances et les montrer de façon compréhensible, mais également impactante. Et donc, l'art, en général, montre des formes qui ne sont pas forcément identifiées dans un premier lieu, mais qui posent question parce que, justement, elles ne sont pas forcément identifiées ou identifiables. Donc, ce qui se joue avec la science est intéressant parce que quand on fait se rencontrer les deux, il y a autre chose qui émerge, et peut-être qu'on va découvrir ce soir cette autre de la rencontre entre science et société. Voilà, donc je laisse la parole immédiatement à Isabelle Notaris, et vous avez donc un schéma holistique à réaliser ce soir. Ce schéma holistique devra être le mieux possible finalisé pour la fin de cette séance, parce que cela me permettra de le faire circuler notamment à Isabelle Notaris, et ça vous permettra aussi de vous en libérer, puisque vous faites quelque chose qui est une sorte d'acte immédiat. Maintenant, pour celles et ceux qui ont besoin de plus de temps, que je comprends tout à fait, ils ont jusqu'à demain minuit pour me le rendre. Voilà. Après c'est plus la peine. Voilà. Donc, parce que je suis pour la spontanéité. Je pense que vous avez même la capacité de faire des choses qu'on n'a pas encore vécues. Donc si vous arrivez à faire des choses qu'on a vécues maintenant et les signaler à travers un dessin, les formaliser, c'est là où je trouve que vous êtes... donc vous réalisez une réponse assez appropriée à Isabelle Notaris, qui va aujourd'hui donc, eh bien, nous apporter des connaissances et son savoir-faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça va si je parle comme ça là? Oui, c'est bon là, ça suffit. Je sais pas. Vous m'entendez là-haut? Non, vous m'entendez pas, il faut que je parle plus fort. Comme ça va? Un peu plus fort. Encore plus fort? Voilà, c'est bien là. Ok. Parfait. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup Yann
Merci de m'avoir convié à ce séminaire et de m'avoir proposé cette intervention. J'espère être à la hauteur de la mission. Et pour commencer, je voudrais vous préciser d'où je parle. Ça me paraît important. Et donc, je suis ni docteur, ni chercheur, ni enseignante. Je suis donc une professionnelle des musées. J'ai réalisé l'essentiel de mon parcours professionnel en France et à l'étranger, notamment au sein de muséums. Je dirige aujourd'hui l'OCIM, donc Office de coopération et d'information muséale. C'est un service qui a aujourd'hui, cette année, à 40 ans. Il a été créé à la demande des muséums qui souhaitaient, dans les années 80, avoir une instance qui les fasse un peu plus exister sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes en soutien opérationnel à la politique publique du dialogue sciences et société porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les actions de l'OCIM se déploient sur toute la France et toute la zone francophone, donc au-delà des frontières de la France. Et son objectif est d'explorer les grands enjeux contemporains qui touchent le spectre disciplinaire sciences, patrimoine et société. C'est un service unique en France, voire en Europe également, je crois. Il est à la fois centre de ressources, d'expertise, et il accompagne les professionnels des musées, du patrimoine, de la culture scientifique et plus largement les acteurs qui souhaitent œuvrer sur le dialogue sciences et société. Ce qui signifie en d'autres termes que l'on travaille en priorité pour les musées et la culture scientifique, c'est-à-dire pratiquement tous les musées, histoire, archéologie, sciences naturelles, ethnologie, écomusée, tous les musées, à part les premiers à qui on pense lorsqu'on dit musée, c'est-à-dire les musées des beaux-arts. Et comme je ne connais pas exactement votre état de connaissance sur les musées, je me permettrai de commencer par un petit prolégomène pour apporter quelques précisions sur le cadre de l'activité muséale. Alors pour commencer, muséum sans accent, donc en anglais ça signifie musée. Muséum avec accent, en français c'est musée d'histoire naturelle. Donc le musée, c'est un lieu ouvert au public où l'on conserve, on étudie et on valorise des collections d'objets d'intérêt artistique, historique, scientifique, technique. Et son rôle, c'est de protéger ce patrimoine pour le rendre accessible au plus grand nombre. Sur le plan légal, en France, le musée il relève du Code du patrimoine, et au travers notamment de cette appellation que vous voyez souvent devant les édifices qui signifie Musée de France. Et pour le Code du patrimoine, un musée c'est une collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation participent de l'intérêt général et est organisée en vue de la connaissance et de l'éducation et du plaisir du public. À ce titre, les collections des musées de France bénéficient d'un régime juridique particulier. Leur statut est celui de trésor national. Et si elles appartiennent à une collectivité publique, l'État ou une collectivité territoriale, alors elles sont considérées comme inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. À l'échelle internationale, il y a le Conseil international des musées qui siège à l'UNESCO. C'est lui qui établit la définition du musée au niveau mondial pour préserver et promouvoir la diffusion du patrimoine dans le respect des principes universels. Et cette définition, elle a évolué il y a peu de temps, en 2022. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire de l'ICOM qui a approuvé cette nouvelle définition du musée qui est la suivante. Voilà, un musée est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel, ouvert au public, accessible, inclusif. Il encourage la diversité, la durabilité, et le musée opère et communique de manière éthique et professionnelle avec la participation des diverses communautés. Il offre à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. L'ICOM édicte aussi le code de déontologie
Et ce code de déontologie, vous voyez les différents articles qui ont été repris, ça c'était dans une exposition où c'était présenté justement les différents articles de ce code de déontologie. Et l'ensemble de ces éléments que je viens d'évoquer, que ce soit le code du patrimoine, le code du déontologie, la définition du musée portée par l'ICOM, l'ensemble de ces éléments constitue le cadre structurant dans lequel s'exerce l'activité muséale. C'est un cadre qui non seulement délimite les conditions d'action, mais aussi, au travers des normes et des principes qu'il instaure, donne le sens à l'activité muséale. En d'autres termes, ça signifie que sans collection, il n'y a pas de musée. Sans action dédiée au service de tous les publics, il n'y a pas d'appellation Musée de France. Ce qui signifie qu'un lieu qui fait des expositions, aussi intéressantes, belles et pertinentes soient-elles, ne signifie pas pour autant que c'est un musée. Alors la conférence que je vais vous proposer maintenant ne va pas vous exposer une thèse académique, c'est un ensemble de réflexions qui ont été nourries par l'expérience de terrain, par l'observation des pratiques et beaucoup par les échanges que j'ai pu avoir avec les professionnels avec qui j'ai travaillé ou eu l'occasion de collaborer. Je vais vous embarquer dans un voyage où on va discuter d'un certain nombre de mots, de concepts, de problématiques. On va surgir beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, en tout cas pas de réponses toutes faites. Et pour finir, mon propos nous ramènera à nouveau au musée et à la manière dont ils se saisissent des questions relatives à la médiation dans le cadre au regard de l'Anthropocène. Alors, lorsque l'on doit aborder la question de l'Anthropocène, cela nous oblige immédiatement à questionner de quoi on parle. Et cette question simple est déjà une difficulté. Parce que notre époque traverse une crise de la parole. Une crise qui n'est pas seulement celle de la communication, mais une crise du langage, du lien qu'il tisse entre les individus. La parole étant ce qui nous relie et ce qui nous permet la compréhension, c'est cela qui aujourd'hui est mis à mal. La philosophe Cynthia Fleury a dit lors du lancement des États généraux de la parole à la gaieté lyrique, c'était le 17 octobre 2024, « Nous vivons une décontextualisation permanente, une brutalisation du verbe, une polarisation des idées, un appauvrissement des arguments. Nous sommes confrontés à une véritable blessure du langage. Or, parler, enseigner, débattre, c'est créer du lien, c'est exercer un pouvoir, et non pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de transmission et de construction. Pour reprendre la formule de Régis Debray, il dit « La transmission est un transport qui transforme ». Cet été, lors des rencontres de Pétrac, c'est un festival qui est consacré à des débats philosophiques sur des grands sujets de notre époque, le thème était « Réapprendre à se parler ». Et certains intellectuels ont évoqué, pour parler de cette crise, de saccage du langage ou encore d'ère de post-vérité qui bouleverse notre rapport au réel. Ils précisaient à ce sujet que si le mensonge n'est pas nouveau, ni en politique ni ailleurs, désormais, il a quelque chose d'inédit, c'est qu'il n'est plus sanctionné. Et ce phénomène altère en profondeur notre rapport au vrai, mais surtout notre capacité à débattre, à faire société. Et il faut ajouter à cela, je crois, la révolution qu'apportaient les réseaux sociaux et l'IA qui brouillent encore plus notre rapport à la vérité. Aujourd'hui, on vit au cœur de notre modernité un paradoxe qui s'impose de plus en plus à nous. C'est que nous parlons de plus en plus, mais nous parlons de moins en moins. Et ce constat atteint toutes les sphères de la vie, intime, sociale, professionnelle, politique, etc. Le langage se transforme en instrument de conflit permanent. Là où la parole devait bâtir des ponts, elle devient une arme de disqualification, réduite à un usage balistique de pala, lutte, où il ne s'agit plus de dialoguer, mais de marquer, d'impacter. C'est la logique du clash, de la punchline. Et cette dérive repose sur une confusion profonde entre spontanéité et authenticité. La parole devient brute, immédiate, sans écoute, sans responsabilité.
Et cette situation est d'autant plus préoccupante que cette mutation est désormais légitimée au nom de la liberté d'expression. Platon et Aristote disaient « Le logos n'est pas seulement un outil de persuasion ou de discours, il est ce qui fait exister la cité. C'est ce qui rend possible l'agora, le consensus, la concorde entre les citoyens. Et la parole, pour être démocratique, doit traverser, relier et permettre la rencontre. Or, sans espace commun, sans mots partagés, sans reconnaissance des faits, il ne peut y avoir de débat. » Réapprendre à se parler, c'est donc bien plus qu'un exercice de communication. Et lorsque les faits sont niés ou les mots vidés de leur sens, il devient impossible de juger, d'exercer son esprit critique, et on assiste alors à une dérive où la parole perd son ancrage dans le réel. Alors lorsque l'on parle de l'Anthropocène, on s'aperçoit rapidement que le mot donne lieu à une pluralité de relectures critiques. Des concepts tels que capitalocène, technocène, sémiocène, etc. ont émergé. Et ces multiples désignations témoignent d'une volonté d'instruire les perspectives autour de ce que recouvre le terme d'Anthropocène. Et ces concepts-là, ils s'adossent à d'autres notions, parmi lesquelles on peut retrouver environnement, biodiversité, développement durable, etc. etc. Mais je n'ai pas souhaité revenir sur ces définitions. J'ai souhaité m'arrêter sur un autre mot dont le concept est tout aussi polymorphe et qui, à mon avis, correspond mieux à la moelle épinière de notre débat. C'est le mot nature, en français du latin natura, ce qui naît et ce qui fait naître. La nature, elle désigne à la fois un état, une essence, un monde extérieur à l'humain, ou au contraire une part constitutive de lui. Elle évoque des forces tantôt protectrices, tantôt hostiles, un ordre ou un chaos, un spectacle, un enjeu, un mythe, un concept philosophique. Elle englobe, selon le linguiste Alain Rey, ce qui entoure l'homme et ne dépend pas de son intervention ni de sa volonté, mais aussi ce qui fait que chaque chose, y compris l'homme, est ce qu'elle est. Et cette polysémie fait de la nature un terrain particulièrement fertile, mais aussi très instable, pour penser notre époque. Car elle est devenue une scène où s'entrecroisent des enjeux économiques, politiques, scientifiques, esthétiques, une surface de projection collective où se déploient les grandes interrogations du monde contemporain. Le progrès, la justice, la politique, l'éthique, etc. Mais lorsque l'on dit nature, est-ce que toutes les langues disent bien la même chose ? Et c'est précisément cette interrogation-là qu'ont exploré un collectif de chercheurs, écologues, linguistes, philosophes, dont Frédéric Ducarme, qui est un enseignant de l'histoire des idées environnementales du Muséum national d'histoire naturelle. Et leur étude a recensé le mot pour dire la nature et leur contexte étymologique et sémantique dans différents endroits du monde pour identifier quel était l'obstacle, la difficulté qui permettait de se rassembler pour protéger la nature. Et ils ont ainsi exploré la définition du mot dans 76 des principales langues du monde, dont la répartition géographique correspond à la répartition des grands groupes civilisationnels. Alors, la nature en Europe, la racine latine qui évoque la naissance se retrouve dans la quasi-totalité des langues européennes, anglais, français, italien, etc. En Amérique du Nord, wilderness est inscrit dans le droit américain depuis 1964. Et ce mot désigne une nature sauvage, vierge de toute intervention humaine. Et cette vision a nourri toute une étymologie culturelle que l'on retrouve du western à la science-fiction et qui a forgé une partie importante de la mythologie de l'identité américaine. Prakriti, excusez-moi pour la prononciation, Prakriti, en Inde, en sanskrit, renvoie à une dynamique créatrice perpétuelle, à la fois énergie et matière, et cette notion englobe les causes premières du monde, tant humaines que divines, et cette idée est présente dans de nombreuses langues d'Asie, de l'hindi, le népali, le bengali.
Dhammaja, en Asie du Sud-Est, c'est issu du pali. Ça désigne une nature conforme aux lois de l'univers, en perpétuelle transformation. Et ce terme se retrouve dans les langues comme le thaï, le khmer ou le birman. Ziran, en chinois, littéralement, ça signifie ce qui vient de soi, traduit une conception de la nature comme une spontanéité autonome. Et le taoïsme insiste ici, non pas sur une opposition, mais sur une cohabitation, où l'homme doit s'insérer dans la nature. Reste tiva, qui se retrouve en hébreu, en araméen, en arabe, et ce mot dérive d'une racine artisanale qui évoque l'empreinte, la marque imprimée, et cette vision conçoit la nature comme passive et modelée par une puissance divine. À cette liste-là, nous devrions ajouter toutes les langues où le mot nature n'existe pas. Ce que cela nous dit, c'est que la nature que l'on veut protéger aux États-Unis n'est pas exactement la même que celle que l'on veut protéger en France. Et Frédéric Ducharme précise que ce que l'on nomme aujourd'hui nature, en se prévalant d'Aristote, de Descartes ou de Darwin, n'a plus vraiment de rapport avec ce que ces auteurs entendaient à l'origine par ce mot. L'écrasante majorité des définitions du mot que l'on trouve dans l'histoire occidentale ou dans les autres cultures tend plutôt à inclure les humains dans la nature et à avoir dans celle-ci un processus créatif qui nous embrasse. Alors derrière l'idée de nature se cache un système très complexe qui héberge un grand nombre de phénomènes, d'êtres et de choses que l'on ne voit pas forcément et qui fonctionnent ensemble. L'environnement est une partie de la nature. Or, la nature ne se limite pas à l'environnement, ni à la biodiversité. Or, cette difficulté à définir ce que l'on protège ne tient pas seulement à la polysémie du terme, ni à la diversité des contextes où ils sont utilisés, mais elle relève d'un glissement bien plus profond qui remet en question les fondements mêmes de notre manière de penser, au-delà de la pluralité des mots et la vision du monde. Est-ce qu'on protège un paysage parce qu'il est vierge, un écosystème parce qu'il héberge un processus majeur, un socio-écosystème parce qu'il a une valeur patrimoniale? Les phénomènes naturels et humains s'entremêlent désormais partout où on observe un fait naturel, on y voit l'empreinte humaine et inversement. Et cette situation remet frontalement en question le paradigme moderne qui a structuré la science et la culture depuis plusieurs siècles. La culture occidentale s'est édifiée sur cette double séparation, celle de l'humain et de la nature, d'une part, et celle de l'esprit et du corps, d'autre part. Et bâties à partir de ce concept, les sciences ont élaboré des lois qui se veulent valables partout, de tout temps, et elles se sont revendiquées neutres, objectives, indépendantes, de tout point de vue particulier. Le savant moderne, armé de sa méthode, se voulait un observateur qui n'interfère pas avec son objet d'étude, qui tend vers une vérité unique, et c'est en grande partie ce qui a fait sa force. Alors d'un côté, le monde naturel qui obéit à des lois objectives, dénuées d'intention et de signification, de l'autre, les affaires humaines qui relèvent de la culture, de la liberté, de l'histoire, sans lien intrinsèque. Mais cette opposition-là n'est ni universelle ni neutre. Elle constitue l'un des fondements puissants de la pensée occidentale moderne et elle a structuré en profondeur nos politiques environnementales, nos pratiques de conservation, nos outils d'analyse, mais elle montre aujourd'hui certaines limites. Je vais vous proposer de regarder quelques minutes une petite vidéo qui a été présentée à l'entrée de l'exposition temporaire Oka Amazonie, une forêt habitée, qui a été présentée en 2019 au Muséum de Toulouse. Oka, ça veut dire, dans une des langues amérindiennes, « comment ça va ?» Et elle résume, cette petite vidéo, je crois, assez bien les différentes manières dont les humains se pensent au monde. Donc en Occident, l'humain s'est longtemps considéré comme un mammifère supérieur, doté de raison, de langage et de technique. Il s'est placé au sommet de la hiérarchie du vivant. Or, l'Anthropocène sape radicalement cette vision, parce que désormais nous vivons dans un monde peuplé d'hybrides techniques, biologiques, climatiques, qui sont à la fois naturels et sociaux. Et je vais illustrer mon propos avec un certain nombre d'exemples qui sont tirés tous, ceux que je vais vous présenter,
des collections du musée de la nature à Valais, qui se trouve à Sion en Suisse, et qui justement a décidé de créer des nouvelles collections, des collections anthropocènes au musée. Et pour cela, le musée fait une distinction entre les objets qui témoignent d'une dimension symbolique de l'anthropocène et ceux qui témoignent d'une dimension géologique, dans le sens où leur trace devient durable dans le temps. Et les deux types d'objets font partie de la collection. Pardon, ça a relancé le film. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des galets qui, d'un point de vue naturaliste strict, correspondent parfaitement à la définition du galet, c'est-à-dire que leur forme ronde résulte d'un processus naturel où, de par leur vie dans l'eau avec des chocs successifs, ça a donné ce résultat. Mais leur matériau, c'est du béton. Donc, c'est pas une roche naturelle dans le sens qui existe dans la nature. C'est donc un objet hybride qui combine à la fois des dimensions naturelles et complètement artificielles. De tels galets existent partout sur Terre. Certains vont poursuivre leur parcours fluviatile jusqu'au moment où ils vont atterrir dans un lac ou dans la mer, où ils vont s'y accumuler, s'y sédimenter. Avec le temps, l'ensemble de ces galets et d'autres sédiments beaucoup plus fins vont les entourer pour former progressivement un poudingue, c'est-à-dire une roche sédimentaire qui s'est consolidée. Ce poudingue va probablement agglomérer d'autres petits objets, des petits déchets, des vis, des choses comme ça. Et cette roche va perdurer pendant des millions d'années et constituer un marqueur durable des activités humaines sur la Terre. Voilà encore un autre spécimen. Ce spécimen, il s'est formé très précisément le 16 juillet 1945 à 5h29 du matin. C'est la première explosion nucléaire de l'histoire, l'essai Trinite, qui a donné lieu à de la trinitite, du coup. Ça a lieu au Nouveau-Mexique. La puissance de la bombe était telle, environ 19 kilotonnes, que ça a fait fondre le sable, et donc ça a fait une vitrification du sable, à tel point qu'il y a eu des gouttes de verre incandescentes qui se sont retrouvées sur des centaines de mètres. Ça a donné ces gemmes qui sont donc, pour le coup, elles aussi, absolument pas naturelles au sens où on l'entend habituellement. On trouve aussi ça. Donc ça, ce sont des trophées qui, normalement, dans les musées, classiquement, des musées de sciences naturelles, ce genre de trophées revenait de collections très anciennes, de type trophée de chasse, mais qui, au fil des années, étaient patrimonialisés pour témoigner de la présence des cervidés qui vivaient dans nos régions. Les trophées que vous voyez là ont tous dans leur bois des objets qui sont à l'origine de la mort de ces animaux-là, et tous ces objets proviennent de barrières, au sens strict du terme, c'est-à-dire des filets, des piquets, etc., pour barrer l'espace. Donc ces barrières, elles ont une fonction très spécifique qui est délimiter une portion de l'espace, donc fractionner l'espace, créer des ruptures dans les continuités des territoires. Ces fragmentations relèvent plus largement de la destruction des espaces naturels. Ces trophées ne sont ni une œuvre d'art, ni une collection de sciences naturelles telles qu'on le pensait auparavant. Ils sont ni culturels, ni naturels. C'est le parfait exemple de l'objet hybride caractéristique de l'Anthropocène. J'en ajouterai encore un que j'aime bien, moi, c'est celui-ci. Donc, vous avez là un spécimen de poulet Ross 308 ou 505, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Il fait aussi partie des collections du musée de Valais. Il faut savoir que cette forme de poulet donc, est spécifique d'une croissance assez rapide qui résulte
domestication qui a sélectionné pour en arriver à ce spécimen, qui donc n'existe pas naturellement tel que. Il faut savoir que d'après l'enquête de la Royal Society, nous avons, au moment où je vous parle, environ 22,7 milliards de poulets qui vivent sur Terre, c'est-à-dire 40 fois plus que les moineaux. Voilà. Et cette taille de poulet a doublé depuis le Moyen-Âge. Nous sommes là aussi face à un spécimen qui n'existe pas sans l'intervention de l'humain. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande les 2 articles de Nicolas Cramart que vous pouvez trouver dans cette magnifique revue que je vous recommande, La Lettre de l'Ocime. Nicolas Cramart est le directeur du musée du Valais, qui a écrit donc du coup sur ces questions de façon beaucoup plus détaillée. Donc la nature se met à réagir sévèrement à nos actions et du coup les humains se découvrent de plus en plus dépendants d'une terre dont la stabilité n'est plus du tout garantie et ils sont à la fois la cause, le symptôme et la victime. Et de fait, la nature ne peut plus du tout être tenue à l'écart de la politique puisqu'elle devient une actrice parfois très violente de notre destin collectif. Et la première insuffisance de notre paradigme moderne est de ne pas avoir pensé la relation intime et intrinsèque entre l'humain et le non-humain. Et l'Anthropocène nous oblige à reconnaître cette imbrication autologique et à concevoir la Terre comme un réseau d'interdépendance vitale. Et ce questionnement ouvre la voie à une pensée plus relationnelle, écologique et décentrée. Et ce déplacement intellectuel, c'est pas juste un ajustement théorique en fait. Cela engage des mutations très profondes. Pendant des siècles, la force, la puissance, la domination, la performance ont été les valeurs cardinales autour desquelles se sont construits les fondements culturels des sociétés occidentales modernes. Et ces valeurs, ce ne sont pas simplement des orientations économiques ou politiques. Elles forment une trame invisible de notre rapport au réel. Elles ont modelé nos institutions, notre rapport au temps, notre rapport au travail, notre rapport à la vérité. Et cette matrice culturelle, elle valorise la force, la conquête, la quantification. Ainsi, les savoirs se sont historiquement alignés sur ces valeurs. Savoir pour prévoir, savoir pour contrôler, savoir pour rentabiliser. L'exploration coloniale, la cartographie du monde, la taxonomie biologique, l'urbanisme, l'économie classique ou la modélisation climatique, ce sont autant d'expressions de cette culture du savoir hiérarchique et orienté vers le rendement. Et ce paradigme tendait à considérer la science occidentale comme le seul mode valable de production de connaissances vraies. L'argument d'autorité scientifique a pris une place tellement hégémonique qu'il en a aussi disqualifié d'autres modes d'accès au réel. On peut citer la philosophie, la poésie ou d'autres formes de connaissances, des connaissances traditionnelles, autochtones, etc. En soi, c'est une réduction du pensable. Et en érigeant la science comme seul horizon de vérité, on perd de vue sa vocation première, qui est d'éclairer sans dominer et d'interpréter sans exclure. Et cette hiérarchie épistémique est remise en question aujourd'hui. La science aussi occidentale, aussi puissante soit-elle, ne détient pas à elle seule la seule compréhension du monde. D'une part, la gravité de la crise écologique nous pousse à rechercher toute forme de connaissances disponibles pour y faire face. Et d'autre part, les réalités du monde actuel interrogent en profondeur l'architecture de nos chaînes de valeur. Pourquoi et pour qui produire du savoir? Au service de quelle logique? De quelle vision du monde? Pour quel type d'intérêt? Aurélien Barraud, dans Hypothèse K, la science face à la catastrophe écologique, nous dit ceci. La science ne peut pas choisir ce qui, suivant nos chaînes de valeurs, relève du mélioratif ou
s'enferme dans le péjoratif. Elle aide sur le chemin, elle aide à cheminer, mais elle reste mutique sur la direction souhaitée. Et de préciser que ce n'est pas offenser la science que de reconnaître qu'elle n'est pas la seule version du réel. La neutralité affichée de la science, son désir d'extériorité, se heurte à la matérialité du monde qui s'effondre, un monde dont elle fait partie. La problématique devient alors comment penser et organiser le savoir dans un monde où la figure de l'humain souverain ne tient plus. Comment sortir d'un savoir de contrôle pour aller vers des formes de savoir qui sont capables de penser le lien, qui sont capables de penser la limite, qui sont capables de penser la vulnérabilité, voire la perte. Plutôt qu'une vérité unique, il nous faut donc imaginer une écologie où science, humanité et savoirs locaux cohabitent, collaborent, des pratiques qui interrogent nos propres biais. Un tel changement implique de reconnaître la valeur intrinsèque de modes de connaissance différents, sans tomber dans le relativisme absolu, c'est toute la difficulté, et avec des critères de vérité hétérogènes. La méthode classique, depuis Descartes, consiste à simplifier le réel pour l'analyser. On découpe le problème en éléments séparés, on isole une variable à la fois, on établit des causalités linéaires et idéalement on ramène la diversité des phénomènes à quelques principes fondamentaux. Et cette pensée, Edgar Morin l'appelle le paradigme de simplification. Et elle a produit des résultats extrêmement puissants. Mais appliquée aux systèmes complexes, qu'ils soient vivants ou sociaux, elle devient, selon Valéro Gómez, une barbarie de l'intelligence qui détruit les ensembles, dissocie les objets et omet le lien entre l'observateur et la chose observée. Pour Aurélien Barraud, à nouveau, le savoir scientifique devient insuffisant dès lors qu'il s'impose comme seul horizon du pensable. Or, l'Anthropocène est précisément le règne absolu de la complexité. Les crises écologiques sont systémiques, elles résultent d'innombrables interactions entre climat, écosystème, économie, technologie, comportement. Et vouloir isoler un facteur en ignorant les autres conduit systématiquement à des impasses. La pensée complexe, selon Morin, c'est justement de ne pas rejeter la rigueur scientifique, mais de dépasser la fragmentation disciplinaire et le cloisonnement des savoirs. C'est une manière d'appréhender le monde que l'on qualifie de mode de reliance. Et si nous prenons l'exemple de la biodiversité, par exemple, en cela qu'elle est à la fois un objet et un processus, c'est un petit peu comme si on regardait le feu. Si vous voulez prendre une photo du feu, vous allez avoir une très bonne représentation de ce qu'est le feu. Mais en fait, cette représentation est complètement incomplète puisque le feu est en constante mutation. C'est ce qu'explique parfaitement Franck Courchant dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Écologie, complexité, paradoxe et holisme. Il donne précisément cet exemple du feu pour parler de la biodiversité et il file la métaphore en évoquant ce mouvement perpétuel, en équilibre dynamique qui s'auto-façonne. Et il précise qu'on dit que cela est autopoétique. La biodiversité actuelle, c'est la résultante de la biodiversité passée et la base de la biodiversité future. Elle est à la fois mémoire et promesse. Et en ce sens, l'écologie et l'évolution sont deux regards complémentaires sur le vivant. On peut dire que l'écologie observe la danse des espèces dans leur environnement, dans leur interaction, dans leur équilibre. Et l'évolution, elle raconte l'histoire de cette danse. Comment les pas se sont enchaînés, comment ils se sont transformés, comment ils se sont perfectionnés au fil du temps. Et cette richesse d'interaction dynamique dans le temps et dans l'espace, elle outrepasse complètement les frontières académiques. Dans Contenir l'emballement bioclimatique, c'est Nathanaël Wallenhorst qui propose cette idée que je trouve personnellement extrêmement belle. Il parle de la nécessaire hospitalité à l'égard de la pluralité. Et cette révolution intellectuelle,
elle s'accompagne de tensions complexes. Et l'une des plus importantes est probablement comment, dans ce cadre-là, défendre la science. Comment expliquer que la science demeure notre meilleur outil pour comprendre le monde? Comment faire entendre que la critiquer de l'intérieur avec rigueur et exigence ne revient pas à la rejeter, mais à accepter la nuance? Comment faire apprendre que sa force réside justement dans sa capacité à se remettre en question? Et comment transmettre l'idée que faire preuve de loyauté épistémique, c'est accepter la nuance, la complexité et l'inconfort? Et bien, dans ce monde de plus en plus polarisé, c'est extrêmement difficile de faire comprendre que cette nuance, c'est justement la force. À ce titre, la science et la culture scientifique au sens large ne peuvent plus du tout reposer sur une logique de spécialisation cloisonnée ou sur des savoirs qui sont décontextualisés. Il s'agit de remettre la science à sa juste place, non comme une fin en soi, encore moins comme un dogme, mais comme un outil au service d'une compréhension plurielle. Et à cet endroit-là, il s'agit d'une remise en question radicale de son statut et de ses prétentions. C'est une révolution profonde qui nous oblige à refondre les catégories par lesquelles nous comprenons notre existence. Il s'agit de penser les continuités, les cohabitations possibles. Et face à ces constats, de nouvelles approches cherchent à sortir du dualisme. Elles proposent de penser justement en termes de relations, d'interdépendance et de coévolution. Et chaque fois qu'elle a été appliquée, cette approche a permis de révéler ce que les modèles analytiques linéaires ne percevaient pas. Des acteurs invisibles, des mécanismes ignorés, des interactions insoupçonnées. En écologie ou en biologie de la conservation, cette vision systémique permet de relever des effets qu'on dit synergiques, c'est-à-dire dont l'effet combiné dépasse la simple addition des causes. Elle met en lumière des effets émergents où des propriétés inédites apparaissent à l'échelle du système, impossibles à anticiper à partir des éléments isolés. Autrement dit, la complexité du réel ne se laisse pas découper. Elle appelle à penser les interactions, les réseaux, les effets de seuil, les rétroactions, une pensée qui accepte de ne pas tout prévoir, mais qui choisit de composer. Le problème, c'est qu'un paradigme, ça ne se décrète pas. Il faut l'incarner dans des lieux, dans des pratiques, dans des institutions. Il faut qu'il parvienne à prendre corps. Alors, si nous voulons transformer notre manière de produire et de diffuser les savoirs, alors nous devons repenser les espaces qui les accueillent. Comment les institutions de production et de diffusion des savoirs, que sont les musées, mais pas seulement, les universités, les systèmes éducatifs, les médias, etc., peuvent-elles traduire les exigences épistémologiques, ontologiques et politiques précédemment décrites? Comment peuvent-ils engager cette médiation des savoirs à la hauteur de l'Anthropocène? Les musées sont des institutions révolutionnaires. Je pense que l'on peut le dire haut et fort parce qu'il y a assez peu d'institutions publiques qui puissent affirmer ouvert à tous depuis 1793. Au point que le premier musée de la nation en France, le Louvre, a soigneusement choisi la date de son ouverture officielle, c'est l'anniversaire de la fin de la monarchie, un an plus tôt. Les musées sont donc des institutions révolutionnaires, certes, mais elles n'en sont pas moins les héritiers de cette construction dualiste, où les collections deviennent des supports de savoir assignés à des catégories plutôt hermétiques. Or, la manière dont un musée présente le monde reflète sa vision du réel. Donc, ils doivent incarner ce nouveau paradigme, non pas comme une crise de la science, mais comme une mutation de notre rapport à la connaissance. Comment rendre visible la complexité du processus de patrimonialisation, les opérations de mise en relation, de traduction, d'association de savoir, de problématisation surtout. Le musée n'est plus et il ne peut plus être un lieu de restitution linéaire. La médiation scientifique, le dialogue sciences et société aujourd'hui doit être transdisciplinaire, réflexif et critique. Il doit rendre visibles les liens invisibles
entre notre téléphone portable et une mine de coltan en République démocratique du Congo, entre nos vêtements et l'eau des rivières en Asie, entre la disparition d'un insecte et notre assiette. Le musée devient alors un espace de recomposition, une arène de la pluralité. La transmission des savoirs au-delà du cadre académique ne se réduit pas à la simple restitution des connaissances. Et dans cette perspective, la valorisation du patrimoine conservé ne relève pas uniquement de sa dimension matérielle, mais également de toute sa dimension immatérielle. Les collections sont de véritables matériaux savoirs. Elles prennent leur sens qu'au travers des pratiques professionnelles qui les font exister. Recherche, exposition, médiation. C'est un renouvellement constant des significations qui sont attribuées à ces objets. Le savoir devient alors une ressource dynamique qui est liée à l'action, qui est continuellement réinvestie dans le processus de production et de transmission des connaissances. Et dans cet entrelacement, on peut parler de patrimoine recomposé. C'est ce que défend notamment Magali Dufaux dans sa thèse qui s'intitule « Dénaturaliser le musée, pluraliser les savoirs », qu'elle a soutenue à Toulouse le 27 mai 2025. Et elle propose une analyse qui s'articule autour de 3 dimensions complémentaires. Savoir-penser, savoir-faire et savoir-dire. Les savoirs-penser, c'est les processus par lesquels le musée a produit et organise les savoirs. Donc la plupart du temps selon une tradition naturaliste, donc on dit musée de sciences, dit catégorisation des collections, qui va souvent conditionner toute l'organisation disciplinaire de l'institution. Et cette logique produit un ordre, et par là même, elle restreint le champ des possibles. Les savoir-faire ne sont pas en opposition au savoir-penser, ils les accompagnent, ils les prolongent, ce sont les gestes techniques. C'est préparer le spécimen, réaliser une taxidermie, réaliser un soclage, concevoir un dispositif scénographique. C'est aussi la manière dont on va construire une médiation autour de l'objet. Et les savoir-dire, il s'agit de non pas uniquement des discours produits par le musée, mais aussi et surtout de la capacité du musée à faire dialoguer la pluralité des récits et des discours entre eux. Ils peuvent être convergents, divergents, contradictoires, voire même conflictuels. On touche ici à une tension et à une zone de friction qui traverse de nombreux musées aujourd'hui. C'est vouloir être à la fois un lieu de savoir établi et validé et en même temps un espace de débat ouvert. À travers ces 3 modalités, penser, faire, dire, c'est montrer que le musée n'est pas seulement un lieu de conservation et de transmission, mais aussi un espace de négociation et de recomposition qui s'ouvre à la multiplication des perspectives, voire des réflexivités critiques. Dénaturaliser le musée, c'est ouvrir une réflexion bien plus vaste, qui interroge toutes nos institutions culturelles, scientifiques, éducatives. Comment négocient-elles aujourd'hui leur rapport à cette pluralité ? C'est accepter que nos catégories soient mouvantes, que nos certitudes soient révisables, afin que nos institutions deviennent des espaces capables non seulement de conserver, mais aussi de composer et de relier. C'est, il me semble, nous confronter à ce que John Keats, c'est un poète anglais, appelait les capacités négatives. Il emploie cette expression dans une lettre qu'il adresse à ses frères en décembre 1817. Et il écrit ceci: « La capacité négative, c'est la qualité qui contribue à former un individu accompli lorsqu'il est capable d'embrasser l'incertitude, les mystères, les doutes, sans se précipiter avec irritation après le fait et la raison. » Et dans cette tâche, il me semble que l'imagination joue un rôle décisif. Quelle que soit la richesse de notre vision, il est fort probable que ce que nous imaginons existe déjà quelque part ou que quelque chose d'encore plus extraordinaire reste à découvrir. La science elle-même nous le rappelle régulièrement. La réalité dépasse fréquemment nos hypothèses les plus audacieuses. Et c'est sans doute dans le cadre de la biodiversité que cette vérité se manifeste avec le plus d'évidence. Je vous remercie beaucoup.
de référence. J'ai noté d'ailleurs Cynthia Fleury, qui est une référence importante pour nous, puisqu'on travaille avec elle aussi dans le cadre du Master international, que finalement des philosophes internationaux qui ont été cités et pensés qui se nouent avec la réalité de l'exposition, et bien nous rappellent aussi peut-être une façon, un mode de pensée en commun. Donc on en revient quand même aussi à ce qui est un don précieux pour la société, c'est-à-dire donc ce lien entre culture et puis société et citoyenneté, notamment par rapport à ce qui nous incarne aujourd'hui, même à l'université. Donc peut-être que j'aurai une première question pour entamer un peu cette réflexion en commun. J'aurais voulu savoir par rapport à l'IHEST, justement, puisqu'il y a eu une année à l'IHEST en tant qu'auditrice, qu'en a-t-il été des résultats de ton parcours et ton trajet à l'IHEST vis-à-vis de cette réflexion sur le muséal et comment finalement, plus largement, des expériences, des pas de côté ou des expériences qui sont un peu autres, qui nous bousculent, peuvent-elles finalement par friction entraîner des conséquences qui encadrent non seulement une forme de préservation des acquis, mais aussi engagent un futur possible. Alors, mon expérience au sein de l'IHEST m'a permis de conforter et de confirmer à quel point il était indispensable de défendre les musées et qu'ils étaient extrêmement mal connus. C'est, comme je le disais, une institution qui est très ancienne, qui a été l'une des premières à défendre l'idée de devoir partager les connaissances avec le plus grand nombre. Il faut rappeler quand même qu'à l'origine des tout premiers médecins, c'est le Jardin des Plantes. Jardin des Plantes qui a ouvert les cours à tout le monde, gratuitement, dès l'origine, donc dès 1700, où il y avait plus de 600, 500 auditeurs comme ici, qui venaient écouter des informations sur la botanique, etc. Et cette volonté, c'était pour instruire le citoyen pour qu'il puisse servir lui-même et sa santé. Je veux dire, ça parle fort quand même, hein. Sauf que le constat a pu être fait que bon nombre d'auditeurs, parmi des gens extrêmement éduqués, instruits, ne soupçonnaient pas qu'un musée, c'est pas juste faire 2-3 tableaux qu'on accroche à un mur, que c'est des collections qui permettent de travailler la recherche et de servir aujourd'hui des recherches contemporaines que l'on ne soupçonne pas. J'ai pléthore d'exemples à donner. Je peux vous dire par exemple que l'année dernière, il y a eu un cas de syphilis sur une jeune femme enceinte et dont on n'avait plus les prélèvements pour permettre de créer les bons antibiotiques parce que c'était des maladies qu'on considérait comme terminées. Heureusement que nous avons des collections de restes humains aujourd'hui pour pouvoir retraiter les recrudescences de tuberculose, de rougeole, de syphilis, etc. Ça se fait sur les collections dans les musées. Heureusement qu'on a conservé des coquilles d'œufs depuis 1900, etc. pour calculer l'état de pollution des airs que nous respirons, puisque dans ces coquilles d'œufs sont saisies toutes les particules qui existent dans l'air que nous respirons. Grâce à cela, on peut calculer exactement l'état d'augmentation des pollutions de l'air grâce à ces collections. Donc tout ce travail-là se fait bien au-delà de l'aspect délectation que j'adore, qui existait dans la première définition de l'ICOM qui a été révisée depuis, et du plaisir que l'on a à partager tout cela avec les visiteurs. Il faut savoir aussi qu'on travaille avec la police, qu'on travaille avec les douanes, que l'on est expert au tribunal pour toutes les saisies, que l'on a un devoir d'obligation, comme on l'a dit si bien, par le Code du patrimoine, de l'éducation pour les écoles,
Hors les murs, ce n'est pas seulement les écoles qui viennent au musée, c'est aussi un devoir d'aller vers les écoles, donc toutes les zones prioritaires, etc., etc. Et donc, il me semble que ce lien et cette incarnation du rôle acteur, citoyen, qui travaille avec toutes les instances de l'éducation, de la police, de la justice, etc., du patrimoine, dans cette idée d'une délectation qui amène à la connaissance, c'est quand même assez joli. Et donc, c'est une nécessité absolue que de le défendre. Et l'IHTST m'a permis de confirmer cette, je vais dire, cette volonté, pas cette volonté, cette ambition, cette aspiration que j'avais. Elle m'a permis, sans aucun doute, de la confirmer et de confirmer aussi la nécessité qu'il y a pour saisir tous ces enjeux, à savoir regarder les choses différemment. Alors, une seconde question par rapport à l'OCIM. Là, on le voit, elle est articulée à l'Université de Bourgogne-Europe, oui. Par exemple, dans ce cadre-là. Quel est le rôle de l'université? Alors, on sait qu'il y a des musées dans les universités. Je pense, par exemple, au musée minéralogique à Jussieu. À Simois, voilà. Enfin, comment s'articule aujourd'hui, à l'heure où on est dans une forme d'ouverture culturelle aussi, où certaines collections vont plutôt mettre en avant des objets ou des formes accessibles plutôt qu'une pluralité d'objets. Comment s'articule aujourd'hui la recherche et aussi la conservation de toutes ces collections? Alors, toutes les universités n'ont pas de collection patrimoniale, mais effectivement, il y en a un certain nombre et elles sont importantes, elles sont très importantes. La plupart sont traitées comme si c'était des collections patrimoniales. Et du coup, il y a énormément d'échanges. Moi, personnellement, je travaille avec énormément de conservateurs qui travaillent dans les universités auprès de collections patrimoniales universitaires. La recherche, j'ai envie de dire, elle fait son travail de recherche, c'est qu'elle travaille avec ses collections. Voilà. Et il y a le musée ou la collection patrimoniale universitaire, parce que là, pour le coup, à mon sens, on se situe vraiment sur le même dénominateur commun. C'est justement ce trait d'union. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la diffusion sans travailler avec les chercheurs. En même temps, un très bon chercheur n'est pas un muséologue. Il faut parfois le rappeler avec fermeté. Chacun son expertise. On peut être un excellent chercheur qui a une compétence extraordinaire et ne pas savoir la transmettre au public. Voilà. De même, le muséologue n'est pas le chercheur. Donc, dans ce sens-là, le musée, les collections, c'est le parfait trait d'union. C'est la rencontre qui va permettre d'exploiter tout ce savoir du chercheur à partir d'un objet qui peut être le porteur de ce discours, et le muséologue va travailler à cette mise en discours au service du plus grand nombre. Et ça, je pense qu'il est indispensable de le rappeler, parce qu'on parle énormément de l'importance qu'il y a aujourd'hui auprès des universitaires à faire de la médiation. Évidemment, c'est important, mais je pense qu'avant tout, le travail du chercheur, c'est de chercher, et ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et que le travail d'un médiateur, ça peut être un vrai métier, qui est une expertise, qui mérite d'être valorisée. Et c'est en travaillant de concert que le résultat est le plus performant. Voilà. Une dernière question avant de donner la parole au public. Par rapport à la documentation, aux archives, à tout ce qui touche finalement ce précieux travail des bibliothécaires, comment s'articule le musée? Alors c'est pareil, il y a des bibliothèques patrimoniales dans les musées, pas dans tous les musées, mais dans certains. Il faut bien imaginer que pour travailler sur ces collections, il y a un travail de documentation absolument essentiel qui s'appelle, entre autres, le dossier d'œuvre, mais que l'on retrouve sur tous les spécimens. Et ça nécessite un inventaire extrêmement précis, extrêmement précieux. C'est un énorme travail. Et donc là, c'est pareil, le dénominateur commun, il est évident. La question, elle ne se pose même pas. De même,
travailler sur ces collections et travailler un projet d'exposition nécessite obligatoirement une documentation, nécessite obligatoirement de travailler avec toutes les bibliothèques patrimoniales ou contemporaines, voilà, pour aller encore plus loin sur le sujet. Donc, pour moi, c'est une autre spécialité qui ne sont pas des objets mais des ouvrages. Certains ouvrages sont parfois d'ailleurs classés comme étant des objets patrimoniaux, mais on est sur le même dénominateur commun. C'est travailler à la patrimonialisation de cette connaissance, en prendre soin, la conserver pour pouvoir la transmettre. Une dernière question, c'est sur l'art contemporain. On a vu émerger de nombreuses œuvres ces dernières années dans les musées, notamment d'ailleurs au Louvre. On avait cette magnifique reproduction tout à l'heure, premier Thermidor, c'était magnifique. Cette ouverture du Louvre, le fructidor, 15 fructidor de l'an premier. C'est formidable, c'est extraordinaire. Donc l'inauguration du Louvre, post-révolutionnaire, pré-révolutionnaire. Il y a le Louvre, le jardin du le Muséum national et le CNAM. Les trois, sur un siècle. Sur un siècle. Les trois. Alors, quelle est la place aujourd'hui de l'art contemporain dans cette réflexion? Est-ce que le CIB, justement, réfléchit à la nouvelle création, comment elle peut réagir à ces patrimoines, à ces processus? On voit que beaucoup d'artistes aujourd'hui s'inscrivent dans le musée et en tension avec et en relation avec les objets ou avec les œuvres présentes. Est-ce que tu as des exemples Oui, j'en ai un. Qui te viennent à l'esprit? J'en ai un qui m'a beaucoup interpellée. D'abord, donc, je vais répondre juste sur un point sur l'OCIM. Donc l'OCIM, effectivement, c'est un service de l'Université de Bourgogne-Europe, mais c'est un service très particulier puisque nous n'avons pas de chercheurs ni d'étudiants. Donc c'est un peu une sorte d'objet non identifié de l'université. Et on travaille sur 3 grands domaines, qui sont l'édition, la formation et l'observation et la veille stratégique. Donc c'est à partir de là que l'on se déploie ensuite. Pour revenir à la question sur l'art contemporain, j'ai un exemple qui me vient en tête, qui a eu lieu au Muséum de Toulouse, qui avait des collections, notamment un objet d'une collection, des collections du Bénin, d'objets culturels, anthropologie culturelle du Bénin, un tablier d'Amazone. C'est comme ça qu'était intitulé cet objet. Il était même précisé sur le dossier d'œuvre que sur ce tablier avait été saisi sur un champ de bataille, l'une des plus grosses batailles qui a mené à la chute du roi Dahomey, et qu'il y avait des taches de sang de ce combat sur ce tablier d'Amazone. On avait très peu d'informations. On savait que le général de l'armée, il y avait son nom, etc., qui avait rapporté ce trophée au muséum. On pouvait avoir des doutes, parce que ça se faisait à l'époque, de ramener des trucs pour faire genre un peu, regarde comme j'ai été bon, et voilà, et ça voulait pas être obligatoirement, c'était pas obligatoirement vrai. Donc il a fallu enquêter longtemps sur cet objet. On a une chance incroyable, c'est qu'on a pu retrouver un des arrière-petits-fils du roi Dahomey qui vivait à Toulouse, et donc on l'a fait venir pour étudier cet objet et nous dire ce qu'il en pensait. Alors premièrement, c'était un objet qui en plus était chargé, comme on dit, donc c'est un objet vaudoune, donc un objet qui est encore cultuellement investi pour cette population. Donc ça, c'était un premier point qu'on ne savait pas. Oui, c'est celui-là. Absolument. Deuxième point, tablier d'Amazone. Alors ça, c'est un mot typiquement occidental. Évidemment que ça ne s'appelle pas tablier et que l'Amazone auquel ça fait référence avec le sein coupé, etc., ne correspond pas du tout à la réalité des Amazones du roi Dahomey.
Et quant aux taches de sang, on ne savait pas non plus, donc on a commencé à faire des études de prélèvement ADN, etc., pour savoir si oui ou non c'était bien des taches de sang. Et après, donc, notre interlocuteur a pu en parler avec sa famille au Bénin pour savoir comment on pouvait travailler avec cet objet pour le respecter, pour avoir le maximum de connaissances dessus. Ceci étant dit, c'était vraiment un problème de savoir si on pouvait l'exposer. Parce que, avec toutes ces informations, l'exposer comme ça, sans explication, il y avait comme quelque chose qui relevait du non-respect à cet objet, à son histoire et surtout au trou de l'histoire également. Et donc on a eu cette chance que ce descendant du roi Dahomey, en fait c'est un artiste plasticien, et donc là j'en reviens à la question de l'art contemporain, et donc il a travaillé avec sa famille et j'imagine des chefs religieux vaudounes qu'il a pu interroger à propos de l'exposition de cet tablier d'Amazone. Et donc, il a fait des œuvres avec des photos d'Amazone, de vraies Amazones du Bénin, qu'il a fait sur des draps qu'il a trempés pour faire respecter les rites vaudounes. Et on a pu exposer face à face ces œuvres contemporaines qui répondaient à cet objet patrimonial pour nous, encore cultuel pour eux, mais qui du coup avait une réponse qui était validée dans un contexte artistique pour expliquer aussi cette dimension-là, donc une dimension d'art contemporain, une dimension de respect par rapport aux populations et aux communautés d'origine, et la possibilité d'expliquer cette exposition, pourquoi elle était exposée de cette manière, et qui faisait sens du côté contemporain comme du côté historique. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'est difficile d'expliquer ma service. C'est très intéressant, on se rend compte qu'à ce niveau-là, l'art contemporain peut avoir un rôle également de dépassement d'une situation figée de l'objet qui tout à coup reprend sens et corps et donc réintervient dans le réel grâce à cette activation possible par l'art. Absolument. Alors, je vais passer la parole pour les questions. Non, vous inquiétez pas, c'est effectivement un sujet qui est extrêmement clivant. Et donc, je vais mettre juste un petit préambule que l'on ne sait pas obligatoirement. C'est que la question des restitutions, c'est toujours une décision du gouvernement. Donc, du coup, à ce titre-là, le professionnel du musée peut avoir une opinion, peut développer toute une réflexion, mais quoi qu'il en soit, lui n'a aucun pouvoir en la matière. Je le précise parce que des fois on ne le sait pas, c'est un peu comme dans la nature, là. Ça m'est arrivé qu'on me dise mais comment ça, etc. Moi je ne peux pas prendre l'objet et décider par moi-même. Néanmoins, ces collaborations, moi c'est ce que je défends avant toute chose. C'est-à-dire que le travail dont je parlais du tablier, mais en fait on a eu un travail bien plus important que le tablier. On a travaillé avec une délégation qui est venue du Bénin de 10 personnes, y compris des jeunes doctorants, y compris des chefs religieux, pour pouvoir travailler sur ces objets, interroger le vocable, interroger le sens qu'ils avaient. Certains objets qui étaient considérés pour certains musées comme des pièces extraordinaires parce qu'elles sont des trophées ou des choses comme ça. En vérité, la population n'en a pas spécialement à faire. Par contre, d'autres objets qui vont sembler un tout petit truc de rien du tout vont être très très importants parce qu'ils sont chargés de toute une histoire qui peut être familiale, qui peut être culturelle, qui peut être folklorique, qui peut être plein de choses, mais qui vont être bien plus importants que la médaille ou le trophée à côté, qui lui est considéré comme ayant beaucoup de valeur. En plus, quelle valeur? Parce qu'il y a des valeurs patrimoniales, il y a des valeurs de rareté, des valeurs vénales, lorsqu'il y a des métaux précieux. Enfin voilà.
Et donc, moi, je défendais à tout prix, au-delà de la question de la restitution, le travail collaboratif pour que si restitution il y a, parce qu'il pourra y avoir à un moment ou à un autre restitution, en réalité, ce lien permet de faire exister le patrimoine des deux côtés, de part et d'autre des cultures. Après, il y a une autre question qui est la manière dont on parle de ce patrimoine. Moi, je défends aussi quelque chose qui n'est pas obligatoirement toujours bienvenu, c'est d'assumer et de le marquer. Ce patrimoine-là a été volé dans telles conditions. Ce patrimoine-là a été saisi dans telles conditions. Parce que la question, et là je vais aller très loin dans le sens où j'assume ma réponse, c'est que cette histoire, aussi tragique soit-elle, elle appartient aussi à cette société culturelle française. Et du coup, elle doit le montrer, elle doit aussi l'incarner. Et donc, c'est de la question de le dire. C'est pas une belle histoire, ça c'est sûr. Mais c'est pas mettre un trou à la place, dans la toile. Il faut au contraire montrer ce que c'est. Et après, le travail des restitutions, il y a plein de restitutions possibles. On peut restituer avec une propriété, et que l'objet reste en France, c'est-à-dire typiquement un objet du Bénin, on pourrait très bien dire, très bien, cet objet, c'est le Bénin qu'on est propriétaire. Mais il laisse le dépôt là, au muséum, parce que pour l'instant, c'est mieux comme ça, pour l'objet. À l'inverse... Pardon ? Oui, après, c'est dans l'autre sens, ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais ce sont des questions qui sont posées aujourd'hui parce qu'il n'y a que 2 lois cadres actuellement. Oui, il n'y a que 2 lois cadres. Il y a la loi cadre sur la saisie des biens juifs spoliés et il y a la loi cadre sur la question des restes humains. La loi cadre sur les biens culturels, elle n'est pas encore finalisée. Elle n'existe pas encore. Il n'y a eu qu'une loi d'exception pour le Bénin, justement. Et donc, normalement, elle doit se décliner. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas encore fait que ça ne doit pas se faire. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'on doit le faire, ce travail-là. Mais que les options, elles existent. Il y a plein d'options possibles, en fait. C'est la loi sur les restes humains. Lorsqu'on parle anthropocène, que l'on parle aussi décroissance, les collections... À un moment donné, on ne peut plus gérer. C'est déjà des millions de spécimens. D'où le fait que ce partage des collections, quelles que soient les origines, leur circulation, de toute façon, d'abord, ça fait partie même de la vie d'une collection. Il ne faut pas imaginer qu'une collection, c'est quelque chose complètement... immobile dans un sanctuaire, loin de là, c'est quelque chose qui bouge énormément, ça circule beaucoup, ne serait-ce que dans les labos de recherche, et donc ça va circuler de plus en plus de par les pays qui réclament ce patrimoine et ils en ont besoin aussi pour le faire vivre sur leur terre, donc ça va circuler. La question, c'est plutôt comment on va faire, parce qu'il y a encore les collections anthropocènes que je venais de montrer. En fait, il faudrait les faire. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que lorsqu'on constitue des collections, on doit toujours penser à qu'elles vont encore se continuer. Et en réalité, c'est énormément de travail, énormément de temps, énormément d'argent. En même temps, c'est indispensable. Donc, c'est une vraie question déjà de se poser de comment je sélectionne ma collection, jusqu'où je vais, est-ce que je passe pas à côté de ce que je devrais, etc. Donc, déjà, il y a ce point-là. Ensuite, moi, je suis contre le petit chacun son propre musée. Alors, je suis contre. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé mon métier au Liban. Et chacun sa communauté, chacun son histoire, chacun son truc, chacun sa langue, chacun son Dieu, chacun son truc, je sais où ça peut mener aussi. Et je pense que la valeur du patrimoine, c'est justement de le faire croiser les regards.
que ce soit en me faisant une œuvre d'art contemporain avec un objet traditionnel du Bénin, que ce soit avec le bol breton et je ne sais quelle œuvre, etc., etc. C'est indispensable, indispensable à la création du dialogue, indispensable à la création de la citoyenneté, quelle qu'elle soit, et indispensable à la circulation des savoirs. Par contre, que des populations qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir vivre leur patrimoine, que l'on leur partage les moyens, ça je milite pour, et ça fait partie du travail du musée. À l'origine, il est pour servir tous les publics. Donc il doit permettre, ceux qui en plus ont la chance d'avoir des milliers de collections et d'énormes moyens, ça doit permettre à d'autres de pouvoir vivre leur patrimoine. Mais j'irai au-delà. Quand on parlait de décoloniser le musée, ce qui est important, c'est qu'ils puissent vivre leur patrimoine et que l'on apporte les moyens de connaissances. Quand je parle de moyens, c'est les moyens de connaissances, que l'on partage nos connaissances qui accompagnent ce patrimoine et qu'ils s'en saisissent. Mais c'est pas obligatoirement faire musée. Ça, c'est notre culture. C'est pas la culture de ces pays-là. C'est à eux de voir comment ils ont envie de faire vivre ce patrimoine dans leur culture. Il y a plein de choses qui sont en train de naître, qui sont hyper intéressantes et qui sont vécues tout à fait différentes de ce que nous, on vit dans nos musées à nous, en Occident. Et là aussi, je dis, il faut croiser le regard. Moi, je trouve ça génial de discuter avec des homologues africains qui me parlent d'objets sur lesquels ils vont le prêter pour faire un rite, parce que ça participe d'un rituel culturel. Et puis après, il va revenir dans le musée. Voilà, c'est pas du tout la même approche patrimoniale que celle qui peut être vécue ici dans nos musées occidentaux. Et c'est pas un problème. Voilà. Mais pas chacun son musée, non, ça non. Voilà. Il y a plusieurs questions là-haut, je crois. Non, Jade, une question. Non. Non, une question là. Un peu plus bas là. Non. Je ne sais pas, essayez de réfléchir par rapport à vos propres projets d'ailleurs d'exposition. Comment vous intégrez les œuvres dans des contextes qui peuvent être à certains moments, vous êtes partie d'une génération qui n'expose plus forcément dans des lieux qui sont dédiés à l'exposition à certains moments. Vous sortez beaucoup dans des lieux qui peuvent être justement décalés. Et donc le musée en tant que tel, c'est un lieu qui finalement n'est pas forcément le lieu de l'art contemporain à la base, plutôt patrimonial. Et donc qu'il y ait cette relation entre des lieux qu'on voyait figés, qui sont totalement en mouvement, d'ailleurs tu viens de nous montrer, et des réflexions qui sont en mouvement comme celle de votre génération, parce que vous êtes en train de construire quelque chose qui ressemblera aussi à la société de demain. Donc on est là dans une interaction, en tout cas, face à des ressources qui vous sont inconnues, mais qui pourraient peut-être favoriser aussi les sujets dans lesquels vous vous situez. Donc là, je pense qu'on a l'occasion de réfléchir à ça. Il me semble que récemment, plusieurs musées ont muté. J'ai vu beaucoup de musées anciens se transformer. Est-ce que le CIM a un regard sur ces transformations qui s'opèrent aujourd'hui? Alors, on parle d'améliorer l'accessibilité au public, on parle de la sécurité, on parle de plein de choses, mais aussi il y a une façon de révéler des richesses qui étaient présentes dans les musées auxquelles on n'avait pas forcément accès parce qu'on avait toujours la mise en avant de certains éléments. Et puis parallèlement, il y a d'autres musées qui disparaissent littéralement. Alors là, on vient de voir un musée qui est cher à l'IHEST, puisque c'est le Palais de la Découverte, disparaître. Donc comment est-ce que le CIM réagit à ces deux phénomènes de transformation? Alors,
J'ai essayé de trouver les réponses. Alors, les musées, c'est à l'image de notre société. Donc, voilà, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes il y a différentes problématiques parce que le musée d'État, c'est pas la même chose que le petit musée de Ploubazlanec-les-Bains. Le musée de région, c'est pas pareil que voilà. Bon, donc chacune de ces structures va vivre les problématiques différemment. Ce qui est certain, c'est que comme toute institution publique, là je parle pour les musées publics, eh bien les fonds fondent. On demande de plus en plus aux musées d'avoir ses propres recettes. Donc, qui dit avoir ses propres recettes dit limiter la mission de service public pour aller vers ce qui va rapporter les moyens de permettre aux musées de continuer à ouvrir. Donc, on est dans ce paradoxe permanent. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les musées se saisissent de tous ces enjeux contemporains que l'on a pu évoquer. On se dit, on va de plus en plus vers le care, c'est quelque chose dont on entend énormément parler au musée, donc de prendre soin, etc. La fréquentation des musées explose, même s'il faut toujours être vigilant sur les chiffres parce que ça se manipule facilement, mais clairement, il y a un besoin de musée qui est exprimé de la part de la société, donc on y va y chercher quelque chose. Moi, personnellement, j'ai une théorie, mais elle n'est valable que de Isabelle Notaris, ça n'a pas été vérifié par des analyses, des études et des chercheurs. Moi, je pense que c'est aussi l'idée de retrouver du temps. Voilà, le musée, il incarne ce temps long, et on est dans une société qui va de plus en plus vite, et où on voit passer à toute vitesse, et donc de se retrouver dans cet endroit-là qui a pour première mission de garder et de conserver donc de la mémoire, donc du temps, il y a quelque chose de rassurant et qui permet peut-être de se retrouver. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et donc la notion d'inclusivité, elle fait partie des missions, et donc de plus en plus les musées, ça fait partie de leur mission, donc le rendre accessible, le rendre inclusif, travailler sur les publics éloignés, les publics empêchés, etc. C'est normal. Là-dessus, pour moi, c'est juste le musée qui avance avec la réalité de sa mission. Là où ça pose problème, c'est quand un musée disparaît. Donc un musée qui disparaît, c'est juste, en réalité, il n'y a plus de moyens. C'est tout. Donc voilà, c'est une réalité qui se pose à nous aujourd'hui, comme elle se pose pour tous les services publics. Pas plus, pas moins. Ce qui est compliqué, c'est de travailler le care. Donc travailler le bien-être, de prendre soin de son public, de prendre soin de ses missions lorsqu'on ne va pas très bien. Voilà, mais ça c'est pareil pour l'hôpital, c'est pareil pour la justice, c'est pareil pour l'école, etc. J'ai envie de dire, là, il n'y a pas de différence. Oui. C'est une bonne question, c'est une ambivalence extrême qui se pose aujourd'hui. Donc de permettre l'accessibilité aux collections par la mise en ligne, quelque part c'est une nécessité qui sert aussi justement les pays qui ne peuvent pas avoir accès facilement, qui servent pour les chercheurs, parce que ça permet aussi à des chercheurs de travailler avec et de limiter les manipulations. Et toute manipulation peut abîmer l'objet. Donc au-delà de la photo que l'on peut voir en ligne, la plupart du temps ils sont numérisés en 3D, donc ça permet de travailler à distance. Et donc de plus en plus, j'ai envie de dire désormais, les musées ont une double collection. Ils ont la collection physique et ils ont la collection numérique, voilà, qu'ils doivent gérer également pour permettre à certaines recherches de pouvoir se faire sans risquer d'endommager les objets. Maintenant, en termes de médiation, je pense que ça peut être super pour un prof ou un instituteur de préparer une visite de ses élèves au musée en ayant accès à ces images, en pouvant commencer à travailler avec eux, etc. etc. Maintenant, ça ne remplacera jamais le travail de mise en espace. Le travail de mise en espace, de scénographie de l'exposition, c'est un travail de mise en scène qui sert un discours, qui sert un propos. Et ça, c'est pas l'objet qui est mis en ligne qui permettra d'y accéder. Et dans ce sens-là, ça limite les choses. Et là, on est toujours sur ce travail,
on est un peu sur cette ambivalence aujourd'hui. Il y a une chercheuse qui s'appelle Saskia Cousin que j'écoutais il n'y a pas longtemps et qui disait que on est rentré dans une période où le musée c'est devenu une visite instagrammable et que on va au musée faire son selfie en disant waouh, j'ai fait la dernière expo machin, comme on va au bateau mouche ou faire le selfie devant la vitrine du shopping. Quelque part, le musée devrait s'en réjouir, puisque avant c'était réservé à l'élite, etc., etc. Donc c'est devenu quelque part une visite populaire, donc il devrait s'en réjouir. Et en même temps, on perd de ce côté un peu sacralisé qui appartenait rien qu'au musée avant. Donc en fait, il faut savoir jouer sur les deux, je crois. C'est un nouvel usage de la démocratisation culturelle, et donc quelque part la mise en ligne, elle en fait partie aussi. Y compris avec des choses qui vont être critiquables, qui vont créer des controverses, des conflits, parce que qui dit ça dit aussi pourquoi je ne peux pas le mettre sur mon t-shirt, le truc, et l'imprimer parce que je trouve ça beau, etc., etc., sans savoir ce que ça signifie, sans savoir ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Donc ça participe aussi de la mise en ligne et tout. Et en même temps, c'est sûr que quelque part, cette panthéonisation muséale, que l'on a tellement œuvré pour ouvrir les portes, etc., elle offrait aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que c'était un savoir précieux, que du coup ce temple-là sacralisait un peu ce savoir-là et du coup lui rendait un hommage qui aujourd'hui, Picasso, c'est comme le bateau-mouche et puis la gaufre à Tour Eiffel. Voilà. Donc, effectivement. Mais en même temps, c'est 3 fois plus ouvert. Donc, du coup, je pense qu'il y a en fait l'équilibre. Il faut réapprendre aussi la visite au musée. C'est comme ça qu'on sauvera cette dimension de la connaissance historique, culturelle et précieuse, c'est en conservant l'importance de la visite. Et ça n'empêche pas de faire son selfie. Voilà, faut être bilingue, j'ai envie de dire, dans la visite. Et par rapport à ce que tu dis, justement, je ferai un parallélisme entre ces magnifiques lieux qui nous sont offerts pour l'université, qui permettent d'élever la voix, de développer aussi une pensée, mais dans un espace qui permet à cette pensée de se libérer, en contrepoint des architectures qui peuvent être aujourd'hui délivrées pour l'université. Voilà, on dit c'est formidable, c'est adapté, ça va recevoir tant de colloques, tel rendement, etc. Mais où il n'y a pas l'espace physique suffisant pour pouvoir s'exprimer. Et donc, je dirais que ces lieux-là, qui sont d'une préciosité incroyable, seront peut-être dédiés un jour à recevoir Apple ou à recevoir un Apple Store. On aura comme ça ce même endroit avec les étagères, les iPads, etc. Et on pourra faire son marché au lieu d'avoir finalement cette capacité, de possibilité de se rencontrer, de discuter, de discourir. Enfin, c'est cette préciosité-là aussi, parce qu'on commence par démanteler les musées ou réfléchir à ça, et ensuite on continue aussi globalement dans tous les cas. Et la Sorbonne est assez emblématique parce que la Sorbonne, elle est un peu vidée d'ailleurs aujourd'hui. Au fur et à mesure, on crée des lieux en périphérie, on amène les philosophes là-bas, on amène les géographes là-bas, on déplace toutes ces personnes-là. Et au fur et à mesure, vous verrez que quand on va à la Sorbonne, on peut trouver des amphis, très grands amphis, libres dans la journée, parce que finalement, ils ne sont plus aussi habités qu'avant, alors qu'il y avait la masse critique d'étudiants tout à fait affectable. Donc il y a aussi une pensée politique de tout ça, et donc c'est ça que je trouve assez intéressant dans l'articulation qui est la tienne, c'est qu'il y a la réflexion sur la citoyenneté et notre capacité aussi à agir au niveau législatif, au niveau parlementaire, et c'est là aussi où on voit la préciosité d'une structure et d'un organisme comme l'IHEST qui fait se rencontrer toutes ces personnalités-là. C'est-à-dire qu'il y a autant des gens de terrain que des gens qui vont aller défendre
des causes auprès des législateurs et des gouvernements. Donc il y a cette nécessité, je crois, peut-être éventuellement de motiver les jeunes à travailler dans ce sens-là aussi. Parce que ça n'est pas forcément une question d'expérience, c'est aussi une question de terrain. Il faut vivre ces lieux-là, peut-être pour les incorporer et les défendre. Alors, encore une dernière question, peut-être. Le micro est par ici, là, voilà. Petit préambule, je précise que je ne suis pas du tout spécialiste des beaux-arts. Je travaille sur la culture scientifique essentiellement. Néanmoins, je vais quand même répondre à la question. Je pense qu'il y a une problématique de savoir de quel savoir on parle. Parce que on peut très bien présenter un objet. Il y a ce qu'on appelait aussi la muséologie de la fracture, c'est-à-dire de montrer un objet dans une situation qui n'est pas celle qu'il devrait être pour pouvoir parler d'autre chose. Et que cette situation-là permet de traduire ceci. Je vais donner un exemple parce que je ne suis pas claire du tout. Il y a le musée de la Croix-Rouge à Genève qui a fait une expo sur la problématique des violences faites aux femmes. Et il y avait une salle où il devait parler du fait c'était sur la fin de l'expo, de dire, voilà, actuellement, en ce moment, il y a autant de femmes toutes les tant de minutes qui périssent sous le coup de leur conjoint ou de leur compagnon, etc. Ils ont mis dans la salle un métronome. Et c'est tout. Alors, un grand musicien peut dire comment vous avez utilisé ce métronome pour parler de ça, ça n'a rien à voir, etc., etc. En imaginant par exemple que ce soit un très beau métronome, voilà. Sauf que là, il est utilisé à dessein pour dire autre chose. On peut très bien dire Botticelli avait souhaité ses œuvres de telle manière, on les a présentées de telle manière pour telle raison. Ce qui est important, c'est l'honnêteté du discours, c'est l'honnêteté de la présentation, elle est là pour servir quel type de propos, quel type de savoir, c'est ça qui est important. C'est de ne pas faire de fausses promesses. Lorsque je travaillais comme directrice au Muséum de Toulouse, je mettais à chaque fin d'expo de vous à nous, c'est-à-dire pour dire... en fait, vous voyez cette expo-là, on l'a montrée de telle manière pour dire tel type de choses. Mais en fait, sur ce point-là, ça n'a pas été facile. On a eu un doute. On n'était pas sûr de devoir le montrer de telle manière ou de telle manière. C'est ça qui est important. C'est d'expliquer ça. Et c'est là où on croise les regards, en fait. Parce qu'on peut avoir une controverse. Lorsque je travaillais au Muséum de Belgique, il y avait des controverses à propos des dinosaures. Alors, il y en avait qui disaient que les dinosaures avaient migré, grand paléontologue, super international, star américaine. L'autre paléontologue, il dit non, c'est pas vrai, les dinos, ils n'ont pas migré. Bon, qui suis-je pour permettre de faire la division entre les deux grandes stars paléontologues? Donc, j'ai mis une vidéo qui dit, le paléontologue qui dit, voilà, les dinos, ils ont migré, et l'autre, oui, mais, et l'autre propos. Le visiteur, il avait les deux propos des deux paléontologues qui lui expliquaient chacun leurs propos au sujet de la migration. Et je pense qu'en fait, sur beaucoup de savoirs, cette question, elle est là. Il n'y a pas toujours une seule vérité. Et qui peut prétendre être dans la tête de Botticelli quand il a fait exactement son tableau ? Voilà. Eh bien, on va remercier Isabelle Notaris. Merci à vous.